Ça va bien, bordel de merde? Bon. Excellent. Bienvenue à la 18e édition de Creative Mornings. On est presque 300, encore une fois, hein, il faut le dire. On est une communauté engagée, nombreuse. Donc, merci à tous d'être là. Et donc, ça nous emmène à notre thématique du mois, Crossover. Hein. On va entendre ce matin une conférencière que vous connaissez assurément tous, si pas de nom pour l'avoir vue sur de nombreuses tribunes ou dans sa boutique, juste ici au coin de la rue. Mariusz Gagné, c'est une créatrice, on pourrait dire de mode, mais c'est une créatrice avec un grand C. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment une vision du monde extraordinaire, quelqu'un que j'admire énormément. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Mariusz Gagné. Je pense que je gesticule trop pour avoir un micro. Est-ce que vous m'entendez correctement en arrière? Oui, parfait. Je ne sais jamais comment commencer ce genre d'affaires-là, fait que je vais commencer en vous demandant qui a des vieux manteaux de fourrure chez eux? Ah, il y en a quand même quelques-uns. Ça fait quand même 20 ans que je recycle la fourrure, fait que tout le monde me dit à un moment donné, tu vas arriver au bout des manteaux de fourrure au Québec. Mais ça a l'air qu'on est quelques millions et qu'il y avait vraiment beaucoup de vieux manteaux de fourrure. Donc, je ne m'étais pas trop trompée il y a 20 ans quand j'ai commencé à recycler. Je vais vous expliquer un tout petit peu comment, moi, mon crossover, c'est entre l'écologie et le luxe. Comment j'ai peut-être commencé à faire du luxe écologique quand c'était la période où tout le monde était anti-fourrure il y a 20 ans. C'est vraiment arrivé par hasard. J'ai eu la chance quand, en réalité, j'ai été sensibilisée à l'écologie toute ma vie. J'ai été élevée à la campagne et j'ai comme rapidement compris que la planète qui était mon terrain de jeu, moi je suis une fille de plein air, était assez abîmée, qu'on y faisait pas attention et qu'il fallait que je m'implique. Mais ce que j'aimais le plus dans la vie, c'était dessiner. Fait qu'essayer de s'impliquer en dessinant, c'était comme pas évident. Fait que j'ai, comme n'importe qui à 16 ans, choisi d'aller étudier en mode. Pas tout le monde qui choisit d'étudier en mode, mais moi, il fallait que je choisisse. Fait que j'aimais le journalisme, j'aimais un paquet de choses, la politique, et j'ai choisi la mode. Donc, j'ai comme pris ça au hasard. Et j'allais planter des arbres dans le nord du Québec l'été. Et l'automne, je revenais à l'école avec, bien sûr, des gars plus maquillés que moi à l'école parce que je sortais du bois. Je voulais essayer d'amener quelque chose au niveau de l'écologie et de la mode, mais j'avais l'impression que je m'étais peut-être trompée de métier parce que les gens en mode ne me ressemblaient pas tellement. Donc, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'en deuxième année en mode, j'ai participé à un très gros concours et j'ai été choisie pour aller... C'était la première fois que le Québec gagnait des prix, que le Canada même gagnait des prix. On en a gagné 3 à Paris. On s'était fait dur, le Canada, on ne gagne jamais rien. Donc, on avait tout un petit peu fait le party. Puis, à un moment donné, ils ont dit notre nom, mais on ne l'entendait pas trop parce qu'on était un peu sur la fiesta. Mais je venais de gagner une grosse job à Paris. Donc, à 19 ans, j'ai été catapultée à Paris et je suis devenue styliste pour une grande maison qui s'appelle Le Printemps, à côté des Galeries Lafayette. Et j'ai vraiment trippé. À 19 ans, vivre à Paris, avoir un appart dans le Marais, avoir une première job qui paye à part planter des arbres à 6 cents de l'arbre. C'était quand même chouette. Fait que je me suis dit, tiens, peut-être que la mode, finalement, c'est, même si je suis un peu différente des autres étudiantes, peut-être que c'est cool. Mais après le 4 mois à vivre à Paris, il a fallu que je revienne finir mon cours ici au Québec. Et ça, c'était un peu moins drôle. Retourner sur les bancs du Collège La Salle, travailler dans la pharmacie le soir, c'était comme moins trippant. Fait que j'avais vraiment hâte de retourner en Europe. Et il y a quelques années, il n'y avait aucun cours universitaire en mode. Quand tu faisais la mode, tu faisais une technique, tu apprenais à coudre. Ma grand-mère a dit, tu vas trouver un bon mari. Parce que chez nous, tout le monde avait des cours universitaires. Puis là, moi, je me ramassais avec une technique en mode. Donc, j'allais savoir coudre. Sauf que j'avais très envie d'aller à l'université. Et là, ils ont mis sur pied une fondation qui s'appelle la Fondation de la mode, qui nous donnait des bourses pour pouvoir aller étudier en Europe ou ailleurs dans le monde. Parce que, effectivement, au Québec, on est un petit peu limité. Même si maintenant on a un cours universitaire, les métiers de la mode qui ont des milliers d'années, c'est ailleurs que ça s'apprend.
Donc, j'ai eu ma petite bourse. J'ai décidé d'aller étudier en Italie. Donc, à 22 ans, je suis partie avec mes bagages après avoir travaillé 80 heures semaine dans les bars. Je n'avais pas appris l'italien, j'aurais dû. Donc, je m'étais dit, je n'irai pas planter des arbres, je vais rester à Montréal, je vais pouvoir prendre des cours d'italien, mais je n'ai pas pris cours d'italien. Donc, je suis arrivée à Milan. L'école a commencé une semaine en retard parce que les Italiens, c'est comme ça. Ils avaient décidé qu'ils commençaient une semaine en retard. Donc, j'ai dormi pendant une semaine et j'ai appris un peu d'italien. Après quelques semaines à l'école à Milan, je me suis rendu compte que le cours finalement que j'avais fait au Collège La Salle était plus fort que le cours qu'il y avait là-bas. Donc, j'étais plus forte que les étudiantes en université. Donc, j'ai appelé à Montréal, puis j'ai parlé avec la grande directrice du Collège La Salle. J'ai dit, bien là, qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression que peut-être je n'irai pas chercher tout ce que je veux. Elle m'a dit, bien écoute, il y a une école à Milan qui s'appelle la Domus Academy, qui est une des meilleures écoles au monde en architecture, en design. Vous connaissez peut-être le magazine Domus. C'est une sublime école. Il y a 2 écoles au monde, la St. Martin's à Londres, puis la Domus Academy, qui sont les 2 plus grandes écoles de maîtrise en mode. Fait qu'elle dit, bien, va visiter, peut-être que l'année prochaine, ils pourraient t'accepter. Fait que tu finiras une année en Italie, tu apprendras ton italien, puis tu pourras aller faire ta maîtrise après. Fait que je suis partie avec mon portfolio un petit lundi matin, je suis allée m'asseoir à Domus Academy, je leur ai montré tout ça. Ça prenait un cours, il y avait 7000 applicants par année. Ils en choisissaient 40. Ça prenait un cours à l'université, au moins une année de travail. C'était comme un MBA corporatif, mais en design. Fait que j'ai ouvert mon portfolio. Je savais que je n'avais pas les critères. J'ai dit, bon, bien, j'ai travaillé à Paris. On regardait les concours que j'avais gagnés. Puis finalement, ils m'ont dit, bien, écoute, il y a un gars qui n'est pas rentré la semaine dernière à la rentrée. Tu es plus jeune que les autres, mais on t'accepte. Tu commences demain. Il y avait juste un petit problème, c'est que l'Istituto Europeo où j'étais était 7 000 $ par année, puis la Domus Academy était 25 000 $ par année. Il manquait comme un petit peu d'argent dans mon budget. Donc, à un moment donné, j'ai commencé mon cours parce que je me suis dit, bon, c'est une maîtrise, puis je vais trouver l'argent. Puis, j'avais pas, tu sais, je suis une entrepreneur, fait que je réfléchis pas beaucoup, j'avance. Et. Mais c'est la faute de ma mère, elle m'a toujours dit, tu vas être capable. Mais là, à un moment donné, ils sont venus me collecter les frais de scolarité, puis là, je trouvais que je n'étais pas très capable. Fait que j'allais changer des chèques de American Express 2 fois. Tu sais, tu as des affaires que tu te débrouilles quand tu es en voyage comme ça. Mais à un moment donné, il fallait que je trouve de l'argent. Fait que j'ai appelé ma mère et j'ai dit, maman, va au Collège La Salle, vends ma machine à coudre, mon vélo de montagne, mon snowboard, mes skis, va vendre tout ce que tu as quand tu as 22 ans. C'est pas grand-chose. Fait qu'elle est allée mettre une petite annonce au Collège La Salle, puis elle a vu grand concours du Conseil canadien de la fourrure, design de fourrure, premier prix 16 000 $, deuxième prix 14 000 $. Ils voulaient vraiment que les jeunes designers, on commence à faire de la fourrure. Donc, elle m'a faxé ça. Il n'y avait pas d'Internet dans ce temps-là, fait qu'on se faxait parce que le téléphone coûtait trop cher. Moi, je parle beaucoup, fait que ça marchait juste pas. Ma mère aussi, donc on se faxait. Fait que je reçois ça dans le fax, j'appelle ma mère, je dis « Mom, c'est de la fourrure, je suis une écologiste, une fille de plein air, moi je veux travailler pour Patagonia, chlorophylle, tu m'envoies de la fourrure, oublie ça, là. » Elle dit « Ben, t'as plus une scène, ma belle, puis t'es bonne dans les concours, fait que trouve quelque chose. » Fait que je me suis mis à dessiner des vêtements de ski. J'avais vu les Italiennes à Cervini, qui avaient un peu de fourrure. Je me suis dit, ski, fourrure. Moi, je tripais sur les Inuits, les sculptures Inuits. Je me suis dit, je vais mettre la fourrure en dedans. Puis je vais faire comme des chapeaux, puis des mitaines, tout ça. Fait que j'ai tout dessiné mes affaires. J'ai envoyé ça au Canada. Quelques jours plus tard, j'avais un fax de 10 pieds de long dans mon tout petit appartement à Milan, où on vivait à 4. Félicitations, ma chérie, tu es finaliste, tu reviens au Canada. Je fais, oh my God, je suis en train de faire une maîtrise. Là, moi, il faut que je retourne faire mon concours au Canada. Encore une fois, je n'avais pas beaucoup réfléchi. Donc, j'avais 2 mois pour faire le concours, mais là, l'école m'a donné 2 semaines. Puis je ne leur ai pas trop dit pourquoi, là, mais je leur ai dit, il faut que je retourne au Canada. Donc, je suis revenue et ils m'ont jumelé avec un manufacturier de fourrure. J'ai fait le pire bordel dans l'appartement de ma meilleure amie à Montréal. Et le manufacturier de fourrure, et ce qu'il me donnait comme fourrure, c'était pas assez. Moi, j'avais fait des bottes, j'avais fait des chapeaux, j'avais fait des sacs à dos. On dit ça, madame, on vous donne pas la fourrure pour ça. Fait que j'ai dit, maman, tu sais, tu as 2 vieux manteaux de fourrure dont tu ne sers plus, un vieux vison et un raton. Maman, est-ce que tu me donnerais tes manteaux? Et ma mère, étant une mère, elle m'a dit oui. Fait que j'ai découpé les manteaux de ma mère. J'ai fait tous mes accessoires qui allaient avec mes sous de ski. J'ai présenté tout ça. J'ai gagné le 2e prix qui était 14 000 $. La Fondation de la mode m'a gentiment donné une 2e bourse de 7 000 parce que là, ils voyaient bien qu'à un moment donné, ça n'arrivait pas, mon affaire. Si je voulais finir la maîtrise que j'avais commencée. Et je suis repartie à Milan. Et là, je me promenais partout à Milan avec mon gros sac à dos que j'avais fait dans le manteau de ma mère. Puis les gens caressaient le sac à dos. Puis ils disaient « Que bella questa borsa! È vera la pellicceria? » Puis là, dès que je disais que c'était de la vraie fourrure, tout le monde reculait. Tu sais, je disais « Oui, è vera la pellicceria. » Puis je disais « C'est le capoto de la mamma. »
Puis là, il capoto de la mamma, anche io il capoto de la mamma. Tout le monde avait des capotos de la mamma. Tout le monde voulait que je fasse des sacs à dos dans les capotos de la mamma. Donc, en Italie, ça a été les plus gros consommateurs de fourrure pendant des années. Donc, c'était comme, tout le monde en avait. Fait que j'ai une prof qui me dit, tu sais, tu voulais faire ta maîtrise sur les vêtements techniques et l'art inuit, là, peut-être que c'est un peu trop conceptuel, peut-être que la fourrure recyclée, il y en a recyclée en Pologne, en Russie, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Je pense que tu as comme des millions de fourrures à recycler, tu devrais peut-être faire ta thèse de maîtrise là-dessus. Donc, j'ai fait mon projet de thèse de maîtrise, puis j'étais dans une école où mes profs, c'était la famille Missoni, c'était Philippe Stark, c'était Torrey Sotsas. Écoute, c'était capoté comme école, ça valait 25 000 $. Donc, j'ai eu tous ces gens-là pour m'aider à monter mon projet. J'avais le photographe Toscani, le photographe de Benetton qui m'enseignait. Donc, j'ai monté tout le projet d'Arikana comme projet final. J'ai été choisie pour aller faire une formation. J'ai gagné un autre concours pour aller faire une formation de fourrure au Danemark. Fait qu'ils m'ont flyé au Danemark. J'ai pu manger des repas pendant une semaine, j'avais plus d'argent. Après ça, je suis revenue. J'ai été choisie pour aller représenter l'Italie au Japon. Puis après ça, j'ai fini mon cours en Italie. Puis là, je suis revenue au Québec avec mon diplôme. Puis j'ai fait, qu'est-ce qu'on fait avec un diplôme puis une scène encore dans le compte de banque? C'est super chouette, mais on fait quoi? Fait que j'ai décidé d'appeler toute la famille à Chicoutimi puis à Québec. Toutes mes tantes m'ont gentiment donné les capotos de la maman. M'ont donné leur vieux manteau de fourrure. Ils m'ont tout envoyé ça. Puis là, j'ai fait une collection. Puis je suis une petite fille de Québec. Fait que grand-maman est venue me reconduire chez Simons. Puis je m'étais fait dire, chez Simons, les acheteuses sont hardcore. C'est soit ça passe, soit ça casse. J'avais 23 ans, j'avais comme mes 2 sacs, il pleuvait à boire debout, j'avais mes 2 sacs de poubelle dans lesquels j'avais mis mes créations parce qu'il ne fallait pas qu'ils se mouillent. J'ai tout placé ça dans le bureau de l'acheteuse, la grande patronne des acheteuses. Puis là, ben, elle a pris des items, puis elle est sortie du bureau. Puis là, j'ai dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle est rentrée avec 4 autres filles, il y avait des mitaines dans les mains, les chapeaux sur la tête, les sacs à dos. Puis là, ils riaient comme des fois. Je dis, ouais, peut-être que c'est ridicule ce que j'ai fait là. Fait que là, elle les a placés en petites piles. Puis elle a dit, ben moi, je suis l'acheteuse de foulards, fait que je vais t'acheter des foulards. Ma collègue est l'acheteuse de sacs, elle va acheter des sacs. Mon autre collègue est l'acheteuse de mitaines. Je suis sortie de là avec 4 commandes. Moi, je savais même pas c'était quoi une commande, là. Fait que je suis sortie de là avec mes 4 commandes. J'ai appelé ma grand-mère pour qu'elle vienne me chercher. Puis là, ben, j'ai fait, oups, j'ai pas de machine à coudre. J'avais tout cousu à la main. J'avais tout fait mes premiers protos. Là, j'avais des vraies commandes à livrer avec des vraies dates de livraison pour un vrai grand magasin qui est Simons. Donc, j'ai appelé un de mes amis, dont le père, Jean-Pierre Marchildon, dont le père avait des chaussures Marchildon Outremont. Je dis, tu sais, ton père, la nuit, quand il ferme l'usine, ça serait-tu correct que j'aille coudre dans son usine? Fait que la nuit, quand l'usine fermait, ben moi, j'allais coudre mes sacs, puis mes mitaines, puis mes chapeaux avec son fils qui pratiquait avec son band, puis qui venait s'asseoir avec leur bière sur ma machine à coudre, puis disait, go, Marius, tu vas l'avoir ta commande de Simons jusqu'à temps que j'aie assez d'argent pour acheter mes premières machines. Et 1 an plus tard, j'avais 25 employés, je vendais partout aux États-Unis et j'étais en train de virer folle. Mais Et là, suite à ça, tout le monde me disait, tu ne seras pas capable tout seul, tu ne seras pas capable tout seul. Fait que je suis allée me chercher un associé que j'ai choisi un petit peu au hasard. C'était pas une très bonne idée. Ça n'a pas duré très, très longtemps. C'était un monsieur anglophone du milieu de la mode. Je me suis dit, bon, ben, il connaît ce qu'il appelait la schmata dans ce temps-là, que moi, je ne veux même plus qu'on prononce ce mot-là, parce que la guenille, j'ai tout le monde qui dit la guenille autour de moi. Vous allez voir, les cheveux me dressent sur la tête. Je pense qu'il faut appeler ça la mode, comme en Italie, ils appellent ça la mode. Ils ont une certaine fierté de travailler dans la mode, que tu sois couturière, que tu sois... Si on veut être fier à un moment donné de cette tradition-là qu'on est en train de bâtir ici, que ce soit dans le cuir, dans la fourrure, dans le vêtement de plein air, il faut arrêter d'appeler ça de la guenille, là. C'est comme... Donc, j'ai été me chercher un associé là-dedans et il n'y avait pas du tout les mêmes valeurs que moi, ça ne marchait pas du tout. Donc, j'ai eu les difficiles apprentissages d'être en affaires parce que j'avais aucune expérience là-dedans. J'ai un peu parti d'être étudiante, faire des jobs dans les bars, puis de planter des arbres, faire une petite job à Paris pendant quelques mois qui a été fantastique, à je pars ma propre business. Donc, j'ai eu pendant les 20 dernières années les montagnes russes, des bons coups et des mauvais coups. Et j'essaye maintenant de un peu moins foncer comme une entrepreneur, puis de m'entourer de gens qui réfléchissent un peu plus que moi, puis qui font « Hey, ça se peut que là-bas, ça ne soit pas une bonne idée ou que ça ne soit pas une bonne idée. » Et donc là, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne, la fourrure recyclée. J'ai des filles qui ont accepté de faire un petit peu les mannequins. Donc, je vais vous montrer quelques exemples, puis après ça, je vous donnerai un peu les chiffres, un petit peu plus les chiffres. Je ne voulais pas faire le slideshow tout de suite parce que j'avais peur de tout me mélanger dans mes slides. Donc, je vais vous montrer un petit peu
que vous compreniez. Une des choses qu'on fait beaucoup chez Arikana, c'est on transforme les fourrures pour les gens. Donc, les gens nous arrivent avec le manteau de la mère et souvent, ça devient 5, 10, 15, 20 morceaux. Et ça, c'est quelque chose que mon rêve à moi, c'est d'éventuellement être capable de le faire sur le web. Donc, quelqu'un qui est je sais pas moi, qui est en Allemagne, il prend une photo du manteau de sa grand-mère ou de sa mère, puis avec quelques questions, on est capable de lui suggérer 20 affaires dans son manteau. On est rendu qu'on a tellement fait ça dans les 20 dernières années qu'on connaît les gens. On se dit, bon, ben si c'est quelqu'un qui a tel âge, qui a tel profil, qui a tant d'enfants, voici tout ce qu'on pourrait faire dans son manteau, qu'on puisse l'automatiser sur le web. Donc, c'est mon prochain projet dans un de mes millions de projets dans les prochaines années, c'est d'essayer d'automatiser le recyclage de fourrure. Donc, je vais vous montrer un tout petit peu. Gabrielle, il y a deux Gabrielles. Gabrielle, qui est dans mon équipe, qui travaille au COM, elle a un foulard qu'on a tricoté et qui a été fait dans un vieux manteau de vison. Alors, vous reconnaissez tous le manteau de vison, très sexy, qui pèse à peu près 15 livres. Donc, on l'a tricoté, puis on a fait un petit sac. Là, elle a un petit peu de renard, la triche. Ça ne vient pas du même manteau. Donc c'est juste pour vous donner une idée du avant-après. Souvent, les doublures des manteaux, celui-là n'est pas exceptionnel, mais souvent, les doublures sont très, très belles. Fait qu'on récupère les doublures, on récupère les robes de mariée, on récupère les foulards de soie, on récupère un paquet d'autres affaires. Parce qu'à un moment donné, j'avais tellement travaillé autour de l'hiver, puis j'ai ouvert une boutique, puis il s'est mis à faire chaud. Fait qu'il a fallu que je pense à d'autres choses. Donc, après ça, l'autre, Gabrielle, est en raton laveur. Donc, ça, c'était les capots chats. Donc, encore une fois, pas très cute tel quel. Et comme vous pouvez voir, même si c'est tous des manteaux différents, les fourreurs avaient pas mal tous le même patron. Fait que pendant 40 ans, ils ont tous fait les mêmes manteaux avec des petites variantes dedans. Fait que même si on recycle des milliers de manteaux par année, on a à peu près tous les mêmes racks de manteaux dans des couleurs différentes. Fait qu'on a fait un sac à main, les cache-oreilles. Alors, même les étiquettes dessus, là, pour être sûr que... que je parte pas. C'est ça. Non, tu peux pas. Donc, c'est ça. Et puis, notre deuxième mannequin, dont je ne me souviens plus du nom. Hein? Joséanne. Porte du Coyote. Que maintenant, elle a tous les capuchons de Canada Goose. Donc, elle a le petit sac, le bracelet qui est en renard, le col comme moi j'ai tressé, puis la grosse chapka Arikana. Donc, j'ai beaucoup commencé avec des chapeaux parce que j'étais une fille de plein air. Dans ce temps-là, en ski, on ne portait pas de casque. Maintenant, on porte tous des casques. Mais c'était une belle façon, à moins 1000, d'aller faire du snowboard, c'est d'avoir un gros chapeau de fourrure. Donc, c'est juste pour vous montrer un petit peu des petits exemples de fourrure. Merci, mesdames et mannequins. Si ça vous tente de venir voir un peu plus qu'est-ce qu'on fait, vraiment, l'atelier est juste à côté. Fait qu'après, mon équipe est avertie qu'il va y avoir plein de monde qui va circuler partout. Dans le département de design, on a un petit atelier, il y a comme tout un circuit. On suit des pastilles Écolux. Fait que s'il y en a qui ont envie de venir après, de fouiner un petit peu, je vous avertis, c'est un peu le bordel parce que c'est la période de l'année où on est super occupé. On vient de finir la commande de mobilier, fait qu'il y a des coussins partout. Mais ça me ferait super plaisir que vous veniez voir de quoi ça a l'air, la caverne d'Ali Baba, de réaliser qu'est-ce que c'est que recycler, parce que nous, on ne travaille pas dans des rouleaux de tissu clean, c'est des tonnes de manteaux, des bouts, des manteaux, en plus, quand on les transforme, ça revient en retail, fait qu'il y a des morceaux de retail de fourrure partout. On essaie de garder ça à peu près organisé, mais si ça vous tente de venir voir, vous êtes les bienvenus. Là, ça prend à peu près 10 minutes de faire le tour de la vieille banque qu'on a au coin de la Toiture puis Saint-Antoine, puis vous pouvez venir voir vraiment c'est quoi de la récupération, parce que les gens disent, après 20 ans, tu ne dois plus récupérer, ça doit être des peaux neuves, mais non, si vous trouvez une peau neuve chez nous, c'est vraiment du vieux manteau. Là. Je vais vous montrer peut-être un petit peu ce qu'on a préparé. Bon, on a bien sûr le manteau avant-après. Je me suis rendu compte, parce qu'on exporte beaucoup, on vend dans une quinzaine de pays, quand j'essayais d'expliquer aux clients allemands, japonais, coréens, c'était quoi du recyclé, ça passait juste pas. La fourrure recyclée dans certains pays, c'est naturel. Il y a à peu près 39 pays froids où les gens consomment de la fourrure. Mais dans d'autres pays, c'était juste... Fait qu'avec ça, tout d'un coup, c'était comme clair. On n'avait pas besoin de parler beaucoup. On pouvait expliquer Donc, je me suis toujours dit, depuis le début, que j'essaierais avec ma créativité de faire un petit bout pour l'écologie, que je pense que les gens créatifs comme vous, on a tous un rôle à jouer parce qu'on peut se permettre de faire vraiment pas sexy comme ça, puis avec notre créativité, de les rendre désirables encore. Fait que moi, j'ai décidé de le faire par Arikana. J'ai plein d'autres projets où j'aimerais en faire encore plus, mais je me dis, toutes vous autres, si vous êtes capables d'en faire un petit bout de chemin, il y a des gens qui ont moins de créativité, puis il y en a qui en ont plus, donc on a un petit rôle à jouer. Ça, c'est moi en train de sketcher. Puis là, on triche parce que là, je sketch ici à Montréal, mais dans la vraie vie, je sketch rarement à Montréal. Je sketch quand je suis en forêt, justement, ou dans le bois, parce que comme je suis un peu hyperactive, il y a trop d'actions en ville. Il faut que j'aille dans un endroit où
je suis un peu moins dérangée dans ma tête. Donc c'est Judith à l'atelier, si vous venez voir l'atelier tantôt, vous allez voir la fourrure, tout est fait à la main ou presque. C'est une matière qui est magnifique, mais qui n'est pas comme du tissu, tu ne peux pas découper dedans comme on veut. Les vieux étiquettes, il y en a beaucoup qui vont reconnaître, toutes les vieux étiquettes, comme on est rendu à 100 000 manteaux de recyclés, bien, souvent il y a des très, très beaux vieux étiquettes qu'on conserve. C'est toute l'histoire du Québec, les Laflamme fourrure, les riz de fourrure, il y a plein de monde qui disent « oui, c'était mon oncle, c'était mon cousin ». Malheureusement, tout ça, ça s'est pas mal perdu. Quand j'étais en Europe, je m'ennuyais du Québec, ça faisait déjà 2 ans que je vivais en Europe, puis je voyais que les gens avec qui j'étudiais de partout dans le monde, ils avaient des références. Tu sais, les Italiens avaient des références italiennes, mais moi, au niveau de la mode, je n'avais pas de références québécoises. Il y a peu de créateurs qui sont connus dans le monde, il n'y en a même pas du tout. Puis je me disais un jour, j'aimerais ça qu'il y ait une marque, la mienne, qui soit connue, puis que les gens puissent se dire, bon, mais j'ai le choix de consommer du luxe comme un Louis Vuitton, ou j'ai le choix de consommer du luxe qui vient du Canada, qui a un ADN canadien, et qui en plus a quelque chose d'écologique. Fait que je commençais à travailler sur le logo. J'avais écrit Arikana pas de la bonne façon. C'est la plus longue rivière au Québec. Mais je trouvais que ça faisait plus canadien. Je pense que je m'ennuyais vraiment du Québec. Donc après ça, bien, la première fois où j'ai vraiment été choquée au niveau de l'écologie, c'est quand il y a eu Tchernobyl. J'étais jeune, j'étais ado, puis ça a été vraiment comme pour moi, ça a été un traumatisme. Je pense que je n'ai pas dormi pendant 1 an. Je ne comprenais pas comment on pouvait arriver à quelque chose comme ça. Puis après ça, en 90, j'ai gagné mon premier gros concours. C'était un manteau ours polaire. C'est un immense ours polaire que vous pouvez voir chez Arikana. Il est dans un cadre. Il a servi beaucoup, beaucoup. Puis avec le temps, on a perdu une mitaine. Fait que, il est là, mais il manque une mitaine. Mon Domus Academy, comme je vous ai expliqué tantôt, puis le premier manteau que j'ai recyclé pour ma maman. Puis après ça, la formation que j'ai faite en Danemark, au Danemark, c'était dans cette maison-là, c'est les éleveurs de fourrure au Danemark qui ont décidé de donner les faits aux créateurs de mode. Ils ont dit, on va faire venir des créateurs de mode, des journalistes, des étudiants, puis au lieu que PETA dise n'importe quoi sur la fourrure, on va faire visiter des fermes d'élevage, on va faire visiter, on va leur faire comprendre c'est quoi la fourrure, puis ils pourront décider s'ils sont anti-fourrure ou non. Mais en montrant un peu plus ce que c'était la fourrure, il y a des gens qui ont changé d'idée. Moi, je pense qu'on ne devrait plus consommer du neuf, qu'on ne devrait que consommer du recyclé pour les prochains 10 ans. Mais ça demande beaucoup de créativité. Mais, puis, en tout cas, on devrait consommer une partie de notre consommation devrait être en recyclé. Mais j'étais quand même contente d'apprendre un peu plus sur la fourrure puis savoir un peu dans quoi je me lançais, même si j'allais faire du recyclé. J'étais contente que même si c'était des éleveurs qui m'invitent, parce qu'ils savaient déjà que j'allais faire du recyclé, puis qui m'invitent quand même pour que j'apprenne la fourrure. C'était un contexte extraordinaire. Ça, c'est une photo d'il y a plusieurs années, mais ça montre un tout petit peu tout le côté entre la ville et la campagne, je dirais mon crossover à moi aussi, où je suis bien au Sakakomi, que j'adore, mais je suis aussi bien au coin d'Atoiteux puis Saint-Antoine. C'est une activiste tibétaine. Je fais beaucoup de photos avec Carl Sars et Elisapi. J'aime ça, utiliser des mannequins qui ne sont pas des mannequins, qui ont un peu une prise de parole, qui sont un peu atypiques. 79 ans, Armand Vaillancourt. Il se trouvait un peu gros sur cette photo-là, mais on l'a accepté quand même. Il est incroyable, cet homme, puis il est très, très impliqué au niveau de l'écologie. Donc, de faire des shootings avec ces gens-là, c'est juste un bonheur total. La fille d'Elisapi Isaac, Lily Alessi. Là, on parle des poubelles aux boutiques de luxe. C'est peut-être le crossover. C'est qu'on part vraiment des déchets. T'sais, au début, quand j'ai commencé à recycler, il y avait des milliers de manteaux de fourrure qui étaient en tapons dans des armées du salut, tout ça, puis il fallait trier ça. C'était sale, c'était épouvantable. Puis on vend un bon marché chez Colette, au 66 Champs-Élysées, au Galeries Lafayette, chez Simons. Nos produits ont été distribués selon les années dans certaines des plus belles boutiques au monde. Puis on voit vraiment les centres de tri. C'est des immenses centres. Les Nord-Américains, on surconsomme vraiment beaucoup. Puis on achète beaucoup de vêtements de très mauvaise qualité que je ne pourrais jamais recycler parce qu'ils sont juste trop cheap. Donc, quand c'est de la belle matière, c'est facile. Oups, j'en ai skippé une. Donc, notre chapeau d'aviateur qui a été surcopié, recopié et recopié, mais que j'ai sorti il y a à peu près une vingtaine d'années, justement pour faire du snowboard. Après ça, bien, on est rendu à peu près à 80 000 manteaux de recyclés, donc ça fait 1 million de vies animales sauvées. On va commencer à le quantifier correctement. Là, on le sait à peu près parce qu'on sait à peu près combien par manteau, mais c'est pas moi qui a permis ça, c'est les consommatrices qui sont venues acheter mes produits. Fait que quand quelqu'un achète quelque chose de recyclé versus du neuf, bien, il me permet de continuer à recycler. On distribue à peu près entre 15 et 19 pays selon les années. On est environ dans 150 points de vente, donc on vend chez Ogilvy, chez Simon, chez Ultra Foo, chez Sport Expert, chez L'Accordé. Tu sais, moi, je suis allée vers les boutiques de plein air aussi parce que j'étais une fille de plein air. Puis on a habillé plein de gens. C'est sûr que quand Jeanne Moreau est rentrée dans ma boutique, là, j'avais un peu les genoux qui shakaient. Là. Donc, puis plus que Johnny Depp,
Oui, je ne sais pas pourquoi Jeanne Moreau, pour moi, c'était... Geneviève, je l'ai rencontrée à Sakakomi. Geneviève, je l'ai rencontrée au Sakakomi. Puis il s'est acheté des produits à la boutique de l'auberge de Sakakomi. Non, c'est effectivement, Jeanne Moreau, c'est un personnage. Puis là, on est en train de travailler, c'est une photo de Carl Lessard que j'adore, qui est mon photographe fétiche avec qui je travaille beaucoup. Puis on est en train de travailler toute une collection autour du loup. On trouvait qu'il y avait une belle personnalité. Fait qu'on a fait des coussins avec des loups, on a fait des sacs avec des loups. Puis là, j'ai vu dernièrement que c'était la grosse mode des loups. Je dis, oh! Mais mon loup, il va être éphémère. Il va durer à travers le temps, il va être éternel. Mais c'est un chien-loup du Sakakomi, justement, que Carl avait pris en photo, mais qui a une super belle gueule. Donc, je dirais qu'un de mes gros projets dans les prochaines années, c'est de retourner me chercher des associés. Ça fait 20 ans que je suis tout seule. Et là, je me suis dit, j'ai envie de redevenir l'artiste. J'ai plus envie de faire la partie business et la partie artistique. J'ai envie de quelqu'un qui est beaucoup plus... si je vais amener la business à un autre... Mon rêve, que ma marque soit internationale, puis que les gens qui ont plein de sous puissent consommer à la fois, on a des petits produits moins chers aussi, mais c'est quand même un produit haut de gamme, qui puissent consommer du Louis Vuitton ou qui puissent consommer du Haricana. Je me suis rendu compte que j'ai amené la business à un niveau où je pouvais toute seule. Que là, j'ai besoin de gens qui sont plus business que moi. Et là, je prends vraiment mon temps pour les choisir. Je me suis vraiment trompée au début. Donc, dans la prochaine année, il y aura d'autres actionnaires chez Haricana. Et j'espère que ça va m'aider à amener tout le concept à un autre niveau, et sur le web, et en boutique, parce qu'on se rend compte que c'est par notre boutique qu'on explique le mieux le concept. Quand mon produit est sur des tablettes chez Simon, je suis très contente, mais il est là 2 mois par année. Souvent, l'employé ne sait même pas c'est quoi. C'est difficile de faire la différence entre un produit neuf et un produit recyclé. Dans la bouffe, maintenant, il y a des rangées complètes de bouffe bio. Fait que quelqu'un qui veut consommer bio, il va dans cette rangée-là, ça finit là. Quelqu'un qui veut consommer correctement dans le vêtement, c'est super compliqué. Donc, tu sais, j'aimerais bien que tout le monde ici consomme correctement, mais c'est vraiment, vraiment complexe, même pour moi. C'est que là, tu te dis, bon, OK, je vais acheter mes T-shirts en coton bio à telle place, je vais acheter... Il n'y a pas une façon de consommer. Donc, en ayant une boutique, on peut se permettre de mettre le plus de variété possible, de gamme de produits possible, pour que les gens se disent, OK, je vais aller chez Haricana, je vais pouvoir consommer au moins une portion de mes affaires d'hiver ou d'été de façon écologique. L'autre chose, c'est que j'ai mis sur pied un jour... Ecolux, qu'on voit, je pense, ici, parce qu'il n'y avait aucune certification qui disait que Haricana était écologique. Tu sais, tout le monde me disait, ah, mais tu ne le dis pas que c'est écologique, Haricana. C'est juste marqué Haricana par Mariouche. On sait qu'il y a une créatrice en arrière, mais il n'y a rien qui dit que c'est écologique. Donc, j'ai sorti Ecolux. Je l'ai réservé un petit peu partout, Canada, Europe et tout ça. Et là, j'ai comme plein d'idées avec Ecolux. Fait que pendant que j'ai plein de monde créatif, s'il y en a qui ont des idées pour Ecolux, est-ce que ça devrait être une certification? Est-ce que ça devrait être une gamme de produits plus été? Comment je devrais me servir de ce beau terme-là, qui est à la fois très contradictoire? Je me suis fait dire, si tu vas en Chine, tu ne pourras pas marquer écologique puis luxe à côté, les Chinois ne comprendront rien. Donc, il y a toute une réflexion à faire autour d'Ecolux et de Haricana, puis comment ces deux-là vivraient ensemble. C'est sûr que moi, comme créatrice, je m'amuserais dans l'un et je m'amuserais dans l'autre, mais il faut que ça ait un certain sens dans tout le processus que j'ai monté. Est-ce que, tu sais, donc, s'il y en a là-dessus, je serais vraiment contente. Donc c'est ça. J'espère que vous avez compris un petit peu ma démarche, puis que vous allez en remporter. Est-ce qu'on peut avoir des questions? Il y en a qui ont des questions. Oui, M. B. Ma question est la suivante. Oui. Une opération relance qui s'appelle Je vois Montréal actuellement dans tous les réseaux sociaux. Il va y avoir un événement le 17 novembre qui est organisé par la Chambre de commerce, Bourse Montréal, etc., pour relancer Montréal. Okay. On a mis il y a 2 jours là-dessus une action qui s'appelle Offensive créative Montréal. Mais surtout, je veux que tu nous dises comment tu vois qu'on peut développer encore plus la créativité de Montréal. Toi, tu as un succès international, tu l'as fait. Comment on fait pour qu'il y ait encore plus de créativité à Montréal, qu'il y ait plus de gens comme toi qui développent des PME et qui les amènent à un niveau international? Moi, je dirais qu'un des gros freins à la créativité, c'est les banques. C'est malheureusement les banques. Après 20 ans en affaires, je suis obligée de le dire. Il y a un paquet de projets extraordinaires qui sont jamais mis au monde, parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir la bourse de la Fondation Montréal Inc. Il y a une limite d'âge. Je pense qu'ils ont rendu ça plus large. Mais les banques font un profit débile mental sur le dos des entrepreneurs. Puis ça, bien, il y a bien du monde qui, quand ils réfléchissent plus longtemps que moi, se rendent compte que c'est pas nécessaire. Tu sais, tu te mets à travailler, créer. Puis la personne qui fait du profit, c'est la banque.
Donc, je dirais que s'il y a une façon d'inventer d'autres choses que la banque, puis je pense qu'il commence à en avoir, s'il peut y avoir des façons que les gens qui ont fait des sous donnent un coup de main à ceux qui n'en ont pas fait encore ou qui ont des idées, il y a des liens à faire parce que les banques stoppent la créativité, ils ne comprennent rien là-dedans et ou la plupart du temps, ils comprennent très peu. Si tu as des recevables, si tu as de l'inventaire, si tu as des actifs qui peuvent venir saisir, go, ils vont te laisser aller. Si tu n'as rien à saisir, oublie ça, ils ne te laissent pas aller. Donc, malheureusement, il y a des tonnes de projets qui naissent pas à cause de ça.